Alors j'aimerais bien reparler de ton deuxième livre que tu as signé en tant qu'auteur, donc La vengeance du frelon noir. Et je remarque quand même qu'il y a pas mal d'humour noir, voire très noir. Ma question est la suivante, est-ce que tu es anglais, Julien? Non, je plaisante. Est-ce que c'est ta marque de fabrique? J'aime beaucoup l'humour anglais, l'humour absurde, les Monty Python m'ont inspiré. Mais c'est vrai que j'ai énormément recours à l'humour, parce que je pense que c'est une arme très efficace, hein. Alors on connaît tous la phrase que l'humour est la politesse du désespoir, et c'est vrai que l'humour aussi fait passer beaucoup de choses. C'est un contrepoint qui est très intéressant. C'est vrai, dans mes films, j'ai très souvent introduit de la comédie, et même parfois ce sont de vrais films comiques, hein. J'ai beaucoup tourné des comédies fantastiques. Les gens pensent que j'ai tourné des films fantastiques, mais essentiellement c'était des comédies fantastiques au début de ma carrière. Et puis dans ce que j'écris, effectivement, je suis un petit peu incapable d'écrire une histoire sans mettre un petit peu ou beaucoup d'humour, et en général mon humour est assez grinçant, donc on peut effectivement parler d'humour noir. Par rapport au cinéma, je voulais citer un cinéaste qui m'a beaucoup inspiré, y compris dans ma jeunesse, y compris quand j'étais enfant. J'avais vu le film Buffet froid de Bertrand Blier. Ce film est un film d'humour absurde et d'humour noir, et ça m'avait pas mal intrigué, ça m'avait énormément plu. Quand j'étais adolescent, je m'étais mis à écrire des histoires, des scénarios, un peu dans cette veine. Absurde, décalé, un peu surréaliste, avec beaucoup de dialogues aussi, mais des décors un peu étranges. Justement, prendre des décors réels, des décors de la vie réelle, mais de les filmer d'une certaine façon pour qu'ils apparaissent comme des environnements un petit peu étranges, inquiétants et étranges. Dans Buffet froid, c'était la Défense qui était essentiellement utilisé, ce nouveau quartier. À l'époque, c'était un nouveau quartier, la Défense. Et cette architecture moderne était assez fantasmagorique. Ces nouvelles racontent des histoires dans les coulisses du cinéma. La première et la troisième, par exemple, ont des cinéastes comme héros et héroïnes qui se heurtent à l'élitisme de ce milieu professionnel. Donc, y a-t-il une part d'autobiographie, Julien, dans ces histoires ? Alors il y a forcément un peu d'autobiographie, parce que pour écrire ces histoires qui effectivement se situent dans les coulisses du 7e art, et ça met en scène des cinéastes ou des comédiens, mes 3 histoires sont nourries par des rencontres que j'ai pu faire, par des observations, et aussi nourries par moi-même. C'est-à-dire il y a des personnages dans les histoires, certaines fois c'est moi en fait, c'est moi en pire. Je me suis caricaturé parfois. Je me suis même moqué à plusieurs moments de certaines des causes que je défends, vous voyez. Donc j'ai réussi à prendre, j'ai essayé de reprendre du recul, faire de l'ironie y compris sur moi-même, et beaucoup d'autodérision. Donc effectivement, on peut me rapprocher peut-être du premier personnage, Jules, qui a tourné un film fantastique, et puis après il n'a plus jamais réussi à en faire, et il a fait une fixette sur son équipe, et il pense qu'il faut qu'il se débarrasse de tous ses amis, de tous ses comédiens, tous ses techniciens. Il faut qu'il s'en débarrasse, et que comme ça sa carrière va enfin démarrer. Donc il devient un petit peu un tueur en série, et ça c'est si vraiment j'avais mal tourné, mais c'est pas mon cas, j'ai tué personne. Mais voilà, quand on échoue dans ces métiers du cinéma qui sont extrêmement élitistes et compliqués, quand on échoue, il y a toujours le risque de devenir aigri, méchant, égoïste. Enfin, il y a beaucoup d'égoïsme dans ces métiers, beaucoup d'individualisme, beaucoup de compétition, ça c'est une réalité. Et puis après, la troisième histoire, la troisième nouvelle qui nous raconte une cinéaste de la nouvelle vague, mais qui est devenue vieille, qui est une cinéaste déchue, oubliée des cinéphiles. Et puis tout d'un coup, elle bascule dans un univers où en fait, elle serait encore aujourd'hui importante. Alors c'est une histoire un peu fantastique, où c'est finalement un clap magique. Enfin bon, il faut lire l'histoire. Mais c'est vrai, c'est le rêve et l'espoir de tout artiste que ses œuvres aient un impact sur le public, que ses œuvres comptent. Donc cette cinéaste, elle est complètement blessée et détruite, parce qu'elle se rend compte que le film qu'elle a fait pendant la nouvelle vague, ils sont complètement oubliés. On se rappelle de Truffaut, de Godard. Pour la petite anecdote, j'ai inventé la cousine de Jean-Pierre Léaud, du comédien Jean-Pierre Léaud, Philomène Léaud, et elle est complètement oubliée. Et tout d'un coup, voilà, elle se met à vivre une aventure où elle se rend compte que ces films sont à la cinémathèque, on en débat dans les ciné-clubs, elle redevient à la mode, et on ne sait pas si c'est la réalité ou une espèce de rêve. Voilà. Et puis il y a une nouvelle également qui aborde un comédien au chômage, qui galère, qui fait des castings, et à lui on lui promet
un rôle, un formidable rôle, s'il se change, s'il se transforme, s'il modifie son apparence. Alors il va le faire, il va faire confiance à son agent, tout faire pour avoir ce rôle, et puis peut-être qu'à la fin, ce sera pas si rose que ça, parce que effectivement, encore une fois, c'est des métiers où souvent on tombe de haut, souvent on a beaucoup d'espoir, on doit s'investir totalement quand on est un artiste. Et puis parfois on n'est pas payé en retour et même on prend des coups dans la figure. Donc c'est très difficile et il faut avoir vraiment la foi pour continuer d'ailleurs. Il faut avoir le feu sacré. Ok. Alors je voudrais quand même revenir sur les caractères de tes personnages qui sont quand même pas forcément très positifs dans ces nouvelles. Ils sont plutôt même, je dirais, névrosés. Loser ou ridicule. Alors, le milieu du cinéma est écrit aussi comme ingrat, superficiel, voire même glauque, je dirais. Alors, est-ce que c'est vraiment ta vision du cinéma? Est-ce que tu serais peut-être un petit peu pessimiste, Julien? Oui, alors mes personnages, c'est vrai qu'en général, ils sont pas toujours très reluisants. C'est pareil dans mes scénarios, la plupart du temps, ou dans mes livres, c'est vrai qu'on part souvent sur des losers ou des méchants, effectivement, qui ont beaucoup de défauts. Ils sont souvent tragicomiques, ils sont pathétiques, ils ont quand même des qualités. Mais est-ce que je suis pessimiste? Si vous voulez, je suis un peu ambivalent. J'ai une part de moi, il y a deux Juliens. Hein. Il y a le Julien qui est le Julien dont on parlait tout à l'heure, qui milite pour l'inclusion, pour les causes nobles, qui s'intéresse à la politique, à la citoyenneté, etc. Et là, c'est le Julien de gauche, entre guillemets. Hein. Je dirais, c'est celui qui s'investit et qui pense qu'on peut changer le monde en positif. Et puis après, il y a parfois le Julien qui écrit, qui va faire des livres, qui va écrire des histoires plus sombres. C'est peut-être ma face plus pessimiste. C'est le Julien de droite, peut-être, qui a moins confiance dans la société, qui a peut-être moins confiance dans les gens, et qui voit les choses de manière un peu plus désespérée, un peu plus désabusée. C'est peut-être une deuxième facette de moi-même. Et donc c'est vrai que dans mes histoires, on est sur des histoires qui sont toujours un peu tragiques, avec des personnages, je mets leurs défauts en exergue peut-être davantage que leurs qualités, pour faire rire aussi, puisqu'on parlait d'humour noir tout à l'heure. Et l'humour noir est nourri aussi par tous les défauts de la société, tous les défauts des gens. C'est comme ça qu'on fait rire aussi, et c'est de l'ironie. Voilà, et c'est de l'autodérision et de l'auto-ironie, car je le répète, j'y tiens, je ne suis pas quelqu'un qui critique tout et qui se met tout en haut. Je m'inclus dans toute cette comédie humaine qu'on peut parfois dénoncer, et dans mes histoires, je mets des personnages qui parfois ont mes défauts à moi. Voilà, on me retrouve parfois y compris dans des personnages négatifs dans mes histoires, on peut me retrouver par fragments. Voilà, et je me moque aussi de moi-même et parfois de ma naïveté, parfois mon optimisme. Il faut les deux dans la vie, je pense qu'il faut à la fois y croire, il faut être optimiste au fond de soi-même, mais on ne peut pas faire comme si on ne voyait jamais tous les écueils et toutes les tares de notre monde. Dans un précédent livre, Manon la France, tu avais réuni des histoires écrites il y a une quinzaine d'années, il me semble. On y retrouvait quasiment les gilets jaunes, avec 15 ans d'avance, incroyable. Alors en plus d'être scénariste, journaliste, réalisateur, président du SPCH, tu es aussi médium, enfin je dirais voyant ou astrologue. Est-ce que tu as d'autres talents en plus? Parce que là, c'est incroyable. Alors dans ce recueil qui s'appelait Manon la France, j'avais il y a quelques années réuni des scénarios que j'avais écrits pour des courts-métrages ou des moyens-métrages qui n'ont jamais été tourné, donc j'ai décidé également d'un petit peu de publier tout ce que j'ai pu écrire, qui n'a jamais été financé, donc qui n'a jamais été porté à l'écran. Et alors là, tu fais allusion à un scénario qui effectivement met en scène des bandanas rouges, et en fait c'était un peu les ancêtres les précurseurs des gilets jaunes. J'avais inventé ces bandanas rouges, ça fait vraiment écho et résonance avec ce qui s'est passé récemment, mais oui, parce qu'il me semblait qu'effectivement il y avait des gens de province qui pouvaient venir monter à Paris par des autobus pour faire la révolution, parce que je sentais bien sûr, dans la société, toute la défiance qu'il peut y avoir, voilà, je pense que notre système démocratique, moi je suis quelqu'un qui y tient énormément, je milite pour la sauvegarde de notre démocratie. Parfois elle est menacée, il faut se battre pour elle, rien n'est jamais acquis, donc
Je m'inquiète beaucoup quand je vois des dérives, les dérives de ceux qui sont complotistes, conspirationnistes, qui remettent en cause tout, qui remettent en cause le sens commun, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous apprend à l'école, le savoir qu'on nous enseigne. Bien sûr, il faut du sens critique. Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous raconte, mais il ne faut pas non plus douter de tout et se réfugier dans les bras des pires démagogues et des pires personnes totalitaires ou des gens qui ont des programmes autoritaires. Et c'est pour ça que j'étais extrêmement critique par rapport à des mouvements comme les Gilets jaunes, qui sont un mouvement un petit peu désorganisé, mais qui était quand même piloté à un certain moment par l'extrême droite, parce que c'était un mouvement qui remettait en cause la démocratie, le système démocratique et la démocratie représentative. Pas seulement les hommes politiques, hein. La démocratie c'est tout un ensemble, c'est les contre-pouvoirs aussi, c'est la justice, c'est la presse, c'est les différentes institutions qui garantissent nos libertés. Et voilà, donc j'ai écrit beaucoup de courts-métrages fantastiques, humoristiques, mais qui en fait traitent ces sujets-là, qui traitent des sujets, par exemple, de la démocratie, de la menace qui pèse sur la démocratie. Et ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Et c'est pas toujours facile d'expliquer à des producteurs, justement, qu'à travers un film fantastique ou à travers un film de science-fiction, on va parler des problèmes contemporains et modernes qu'on connaît aujourd'hui. Et on me dit, mais faites un film plus réaliste, raconter une histoire vraie. Eh ben non, on peut faire passer des messages et des idées à travers des histoires un peu déjantées, peut-être un film fantastique où le rêve va venir justement révéler la réalité.